Deuxième vidéo sur la guerre froide. Vous vous rappelez que la première était consacrée aux origines du conflit, et dans celle-ci, on va essayer d'expliquer comment elle a dégénéré en de multiples conflits militaires indirects et parfois très très meurtriers. Alors, il s'agit de la deuxième colonne de votre fiche. Et avant de démarrer, je vous rappelle que pour prendre la trace écrite après avoir compris le fond, vous pouvez vous appuyer sur le diaporama qu'on va utiliser d'ailleurs dans cette vidéo et qui se trouve à disposition sur Perltrees à cet endroit-là. Alors pour comprendre cette multiplication des conflits militaires indirects, il faut d'abord comprendre les systèmes d'alliance que les deux adversaires, c'est-à-dire les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre, ont constitué. On va commencer par les États-Unis. Alors normalement, vous avez déjà travaillé sur les cartes, donc vous avez vu que les États-Unis avaient constitué autour d'eux, à partir de 1948, c'est la signature du traité, un groupe de pays qui s'appelle l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et quand on regarde la carte, on comprend pourquoi ce nom. L'Atlantique Nord, c'est ici, et on voit que les États-Unis donc se sont alliés avec le Canada, son voisin du Nord, mais également tout un tas de pays d'Europe de l'Ouest, qui vont de la Norvège à l'Italie, en passant bien sûr par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne de l'Ouest. Et puis ça va jusqu'à la Turquie sur le flanc sud de l'URSS. Parce que en regardant, alors il s'agit bien sûr pour vous d'avoir normalement colorié ces cartes, mais il n'y a rien de tel qu'une carte pour vraiment visualiser les choses. Et quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'effectivement, il s'agit pour les États-Unis de contenir l'expansion du communisme en Europe en s'alliant militairement avec ces pays. Alors bien sûr, c'est pas une alliance sur un pied d'égalité. Ces pays n'ont pas la même puissance militaire que les États-Unis, même si certains restent des puissances militaires importantes, comme le Royaume-Uni et la France. Mais en tout cas, tous ces pays, en fait, se placent un petit peu sous le parapluie nucléaire américain, c'est-à-dire qu'ils comptent bien évidemment sur les Américains pour les défendre contre une éventuelle agression du bloc de l'Est. Donc il s'agit des pays qui sont à l'ouest de ce qu'on appelle, vous rappelez, le rideau de fer, c'est-à-dire cette frontière militarisée, surveillée et en partie étanche qui s'est créée au moment de la création des deux blocs à partir de 1947. Alors je vous laisserai mettre également en bleu donc ces pays de l'OTAN sur cette carte de l'Europe. Et à l'OTAN, bien sûr, s'oppose une autre alliance militaire, un autre bloc, qui est le bloc de l'Est, autour de l'URSS. Et il s'agit bien sûr de tous ces petits pays slaves, pour la plupart d'Europe de l'Est, de la Pologne à la Bulgarie, qui se trouvent donc à l'est du rideau de fer. Alors eux, sont liés par ce que l'on appelle le pacte de Varsovie, qui a été signé en 1955. Varsovie, c'est ici, c'est la capitale de la Pologne, et ce pacte de Varsovie les lie militairement, les associe militairement à l'URSS. Alors là, pareil, c'est un traité très inégal dans la mesure où c'est l'URSS qui dispose de la grande puissance militaire. Alors évidemment, c'est un traité pareil sur la base de la défense mutuelle, c'est-à-dire que si l'un de ces pays était attaqué par le bloc de l'Ouest, les autres devraient le défendre. Alors il faut savoir que c'est aussi un traité qui a servi de prétexte à l'URSS pour intervenir dans ces pays quand le gouvernement communiste qui s'était mis en place à ces endroits-là, vous vous rappelez, dans les années 47-48, était contesté. Ça a été le cas en Allemagne de l'Est en 1953, ça a été le cas en Hongrie en 1956, ça a été le cas en Tchécoslovaquie en 1968. Je ne vais pas vous demander de retenir toutes ces dates, mais en clair, l'idée c'est que cette association militaire a servi de prétexte à l'URSS pour venir mater des révoltes anticommunistes en fait à l'intérieur de ces pays, prétextant bien sûr que ces révoltes anticommunistes n'avaient pu être encouragées que par des provocateurs étrangers, des ennemis payés par le bloc de l'Ouest, etc. D'où la justification de l'intervention militaire. Voilà, ça a servi aussi à ça, il faut le rappeler. Alors je vous laisserai mettre donc ces pays du bloc de l'Est sur la carte du monde et sur également donc les pays à l'est du rideau de fer sur cette carte de l'Europe pour zoomer sur l'Europe.
Mais avant de prendre des exemples plus précis, il faut rappeler que l'URSS et les États-Unis n'ont pas, comment dire, ont des alliés ailleurs qu'en Europe. Hein. C'est le monde entier qui est soumis à une pression très grande de ces deux superpuissances pour passer dans leur camp en quelque sorte. Alors l'URSS va réussir à trouver un certain nombre d'alliés en Asie, la Corée du Nord, le Vietnam du Nord, qui est aux mains de forces communistes locales, et puis surtout, alors le pays le plus peuplé, certes pas le plus développé, mais le plus peuplé du monde déjà à cette époque, qui est la Chine. La Chine, en fait, en 1949, est devenu un État communiste, sous la direction de cet homme, Mao Tse-tung, qui était le leader du Parti communiste chinois et qui arrive au pouvoir en 1949 après de longues années de combats, d'abord contre les Japonais, contre l'envahisseur japonais en Chine, et ensuite contre d'autres forces politiques chinoises comme les nationalistes de Chiang Kai-shek par exemple, qui seront battus et qui étaient anticommunistes. Et donc les communistes chinois prennent le pouvoir sur la Chine continentale et s'empressent bien sûr de se rapprocher du grand frère soviétique l'URSS, donc dirigé à cette époque encore par Staline jusqu'à sa mort en 1953. On le voit ici sur cette affiche, on voit donc le leader communiste chinois Mao Tse-tung, et cette affiche donc est destinée à montrer la proximité avec le leader soviétique Joseph Staline. Donc, au-delà du pacte de Varsovie, le bloc de l'Est, c'est un bloc de pays communistes assez vaste qui s'étend jusqu'en Asie. Sachant que, bien évidemment, les États-Unis ne sont pas restés passifs en Asie, toutes les petites flèches bleues sur cette carte sont destinées à vous montrer que les États-Unis ont resserré les liens avec tous leurs alliés potentiels. Et vous voyez, ils essayent de tisser des liens, bien évidemment, avec tous les pays qui peuvent les aider à encercler, à contenir le bloc communiste, à commencer par leurs anciens ennemis, le Japon, qui sont passés très vite du coup du statut d'ennemi au statut d'alliés, parce que le Japon c'est vraiment un élément stratégique de la défense américaine dans le Pacifique, les Philippines, le Sud-Vietnam, la Thaïlande, etc. Et puis toutes ces anciennes colonies britanniques là, du Moyen-Orient, de l'Irak, l'Iran et le Pakistan. Sachant que les Américains parfois forcent un peu le destin, c'est-à-dire que quand un gouvernement ne leur est pas favorable, eh bien il leur arrive d'intervenir très fortement dans le pays pour en amener un autre. Ça a été le cas par exemple en Iran dans les années 50, où les Américains ont établi une dictature en leur faveur. D'où d'ailleurs l'anti-américanisme actuel encore des Iraniens qui se souviennent de cet épisode historique. Donc, vous voyez, c'est vraiment le monde entier, en particulier l'Europe et l'Asie, qui sont tiraillés entre ces deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. C'est ce qu'on appelle le monde bipolaire, c'est-à-dire le monde divisé en deux grands pôles, deux grands blocs. Alors, dit comme ça, si on s'arrêtait là, ça en serait une description tout à fait figée. Il y aurait les deux camps avec leurs membres attitrés, etc. En réalité, en fait, la réalité, elle est plus mouvante, elle est plus ambiguë dans un certain nombre de territoires. Il y a beaucoup de pays qui peuvent être écartelés entre les deux blocs, qui peuvent avoir en leur sein même des partisans d'un bloc ou de l'autre. Il y a des pays qui basculent de l'un à l'autre, etc. Donc en fait, c'est là où va se jouer, c'est souvent à la périphérie des blocs ou à leur point de contact que vont se jouer les conflits les plus violents. Et c'est là que les deux grands adversaires qui sont symbolisés dans ce dessin par les deux joueurs d'échecs, américains et soviétiques, vont s'affronter dans une espèce effectivement de grand jeu de stratégie mondiale, mais qui n'est pas du tout un jeu dans la mesure où il va provoquer des millions de morts et des conflits tout à fait épouvantables. Alors, je voudrais commencer par deux conflits particulièrement meurtriers et particulièrement épouvantables. C'est pour ça que je les mets au tout début de cette partie B là sur les affrontements par alliés interposés. Ces deux conflits, ce sont des conflits qui ont marqué des pays d'Asie à 10 ans de distance. Dans les années 50, la guerre de Corée et
dans les années 60 plutôt, et 70, la guerre du Vietnam. Donc deux conflits, l'un au début de la guerre froide et l'un au milieu de la guerre froide. Je vous recommande vivement d'essayer de mémoriser cette frise qui permet de se repérer dans le continuum de la guerre froide. Le mieux serait que vous voyiez ces 2 minutes de vidéo là sur la Corée qui sont vraiment le résumé le plus simple et direct sur ce qui s'est passé. Et je vous ai mis aussi une petite vidéo qui est facultative à côté si vous le souhaitez, qui n'apparaît pas sur cette diapo. Alors la guerre de Corée s'est déroulée entre 1950 et 1953. Pour comprendre, il faut partir de la situation de départ dans cette péninsule de Corée. La situation de départ, c'est 1945. C'est-à-dire que la Corée avait été occupée et envahie par le Japon pendant quasiment un demi-siècle. Et au moment où le Japon s'écroule, au moment où le Japon est battu, eh bien, les troupes soviétiques entrent au nord de la Corée et favorisent l'arrivée au pouvoir de communistes coréens. Scénario classique. Les Américains, en revanche, s'installent en Corée du Sud et favorisent l'arrivée au pouvoir donc de forces anticommunistes et plutôt pro-occidentales. Alors, la situation est extrêmement tendue entre les deux Corées entre 45 et 50, et en 1950, eh bien, les forces communistes coréennes, encouragées par Staline, et également par Mao, et en partie armées par eux également, se lancent à l'assaut de la Corée du Sud et envahissent une partie du territoire, parce qu'ils vont presque jusqu'aux villes du Sud comme Pusan. La réaction des États-Unis sera très vigoureuse. Ça sera l'envoi de troupes directement, de troupes américaines qui vont débarquer à Pusan, à Séoul, et aider les Sud-Coréens à repousser l'invasion communiste. Et au début, cette contre-offensive a l'air de réussir, c'est-à-dire que dans la même année où avait eu lieu l'offensive communiste, eh bien, les Américains percent le front et envahissent la quasi-totalité de la Corée du Nord. Sauf que l'hiver va être épouvantable pour eux, parce que les conditions météo vont être extrêmement éprouvantes, c'est ce que vous pourrez voir si vous regardez la deuxième vidéo. Et surtout parce que Mao accepte d'envoyer des centaines de milliers de soldats chinois qui sont certes moins bien équipés que les Américains, mais qui font nombre et qui sont très fanatisés et qui vont faire reculer les troupes américaines qui vont être plongées dans un très grand désarroi pendant cet hiver 50-51. Au point que eh bien, ces troupes communistes reconquièrent la totalité de la Corée du Nord. Au bout du compte, le front va se figer. En 1953, il y aura un armistice. Ce n'est pas un traité de paix, hein, c'est simplement un cessez-le-feu. Et depuis cette date, il n'y a jamais eu de traité de paix en Corée. Le régime coréen du Nord communiste va s'établir à ce moment-là. Il est toujours là. Hein, vous avez certainement entendu parler de son dirigeant, Kim Jong-un. Bien, Kim Jong-un, en fait, c'est le petit-fils du dirigeant communiste qui a dirigé les troupes nord-coréennes au moment de la guerre de Corée, qui s'appelait Kim Il-sung. Et voilà, donc c'est la même dynastie et c'est la même dictature stalinienne qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, donc cette frontière est militarisée, etc. Et il y a des tensions entre les deux pays, même si il y a des négociations assez régulières, en particulier ces dernières années. Mais néanmoins, ces deux pays sont toujours considérés comme adversaires. Et on se demande bien comment va pouvoir se résoudre ce conflit qui est vieux de plus de 70 ans. Entre-temps, entre parenthèses, la Corée du Sud s'est beaucoup développée économiquement, est devenue une grande puissance économique. Samsung, par exemple, c'est une firme sud-coréenne. Alors,
ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que cette guerre de Corée a provoqué quand même 3 millions de morts. Et en particulier massivement chez les Nord-Coréens, dans la mesure où, je vous remontre l'automne 1950, dans la mesure où les Américains, lorsqu'ils ont reconquis la Corée du Nord, ont utilisé massivement les bombardements sur des populations civiles, au point de détruire 18 villes sur la vingtaine que comptait la Corée du Nord. Et donc parmi les 3 millions de morts, eh bien, il y a essentiellement des victimes nord-coréennes. D'où, encore une fois, là aussi, l'anti-américanisme virulent à la fois du gouvernement puis d'une partie de la population. Il y a évidemment des origines historiques à ça. Il y a même un général américain, MacArthur, qui voulait utiliser la bombe atomique. Il avait préconisé l'utilisation de 5 ou 6 bombes atomiques contre les Coréens du Nord. Heureusement, euh, le président américain Eisenhower lui a retiré son commandement et lui a interdit d'utiliser la bombe atomique. Mais vous voyez, là, on était quand même à 2 doigts d'un dérapage majeur. Alors, l'autre conflit asiatique extraordinairement meurtrier qui est encore plus célèbre que la guerre de Corée, c'est celui qui a eu lieu entre 1964 et 1973, c'est la guerre du Vietnam. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit où est le Vietnam, hein, c'est ce pays qui s'étend sur des centaines de kilomètres au sud de la Chine, ici, dans cette partie du monde qu'on appelle l'Indochine. Et pour bien comprendre ce conflit, pareil, il faut remonter un petit peu en arrière. Alors le Vietnam, au moment où les Américains vont y intervenir, en 63, c'est un pays qui est coupé en deux c'est un peu la même situation qu'en Corée, entre un Vietnam du Nord tenu par les communistes, soutenu par la Chine de Mao, etc., et un Vietnam du Sud aux mains d'un régime assez peu démocratique non plus, hein, mais qui avait aux yeux des Américains l'intérêt de leur être favorable. Donc un Vietnam du Sud dirigé par le régime du président Diem et qui était pro-américain. Donc un pays coupé en deux au niveau à peu près du 17e parallèle. Et avec, pareil, une forte poussée de la guérilla communiste qui s'insinuait et comptait des partisans dans la population du Sud-Vietnam et qui avait bien sûr pour intention de renverser le régime de Diem et de réunifier le pays. Alors, les Américains, voyant cela et étant persuadés de ce qu'on appelle la théorie des dominos, c'est-à-dire que s'ils laissaient même un pays finalement d'importance mineure pour eux, comme le Vietnam du Sud, tomber entre les mains des communistes, eh bien, ça serait comme les dominos qui s'entraînent les uns les autres. Donc, ont décidé de soutenir bec et ongle le régime sud-vietnamien. Ils l'ont d'abord soutenu en envoyant des conseillers militaires, et puis ensuite, eh bien, ils ont envoyé de plus en plus de soldats. Il y a 3 millions de soldats américains, 3 millions de GIs, comme on disait, qui vont passer par le Vietnam. Et 60 000 d'entre eux, ils laisseront leur vie. Alors, le Vietnam, c'est un souvenir tout à fait traumatique dans l'histoire nationale des États-Unis, puisque c'est l'histoire d'un conflit qui dure 9 ans et qui va se solder par un échec malgré l'incroyable déséquilibre des moyens. C'est-à-dire que l'armée américaine est bien mieux équipée et a priori beaucoup plus redoutable que ne l'est la guérilla communiste, même si la guérilla communiste reçoit énormément d'armes de la Chine et de l'Union soviétique. Alors, vous avez tous vu, j'imagine, à un moment ou un autre, des films sur la guerre du Vietnam avec ces troupes américaines aéroportées, avec des hélicoptères qui peuvent intervenir à peu près partout. Là aussi, les Américains ont employé des méthodes et des moyens absolument dantesques et redoutables. Cette photo est très très célèbre hein, d'un village bombardé au napalm, c'est une substance incendiaire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 10 ans, les Américains ont utilisé 9 millions de tonnes de bombes sur le Vietnam. Alors, je vous ai mis sur la diapo 4 fois la quantité déversée en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, j'ai trouvé
2 fois la quantité déversée en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, dans des livres aussi sérieux l'un que l'autre. Donc retenez simplement l'idée qu'ils ont utilisé sur ce petit pays plus de bombes qu'il n'en avait été utilisé en Europe durant toute la Seconde Guerre mondiale. Ça signifie en fait qu'ils ont rasé, rayé de la carte des centaines de villages, que des millions de personnes se sont trouvées déplacées, réfugiées au sein de leur propre pays. Et puis à ces bombardements se sont ajoutés l'utilisation d'un herbicide, l'agent orange, qui est très exactement un défoliant, c'est-à-dire qui est fait pour tuer des arbres, pour faire se dessécher les arbres. Le but c'était d'éliminer une partie de la forêt tropicale pour mieux repérer la guérilla communiste et les pistes qu'elle utilisait euh, pour gagner le Sud-Vietnam. Alors, avec cet agent orange, les Américains ont détruit 20% de la forêt tropicale vietnamienne, et bien évidemment, par le biais de la pollution par les cours d'eau, etc., ils ont contaminé 400 000 hectares de terres agricoles, de rizières, contribuant bien sûr à des famines et puis à de sérieux problèmes sanitaires par la suite. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 1 million de personnes au Vietnam qui ont été victimes de problèmes sanitaires gravissimes liés à l'agent orange, en particulier des cancers, mais aussi, comme vous pouvez le voir sur cette photo, de nombreux enfants ayant des malformations à la naissance. Et voilà, ces effets écologiques et humains, eh bien, ils se sont prolongés largement au-delà de la fin de la guerre, à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui. Tout ça pour, en définitive, être, pour les Américains, hein, être chassés du Vietnam peu de temps, enfin peu de temps, non, pardon, au bout d'une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que la guérilla communiste a bénéficié d'un soutien de plus en plus grand de la population et a fini par grignoter à la fois l'armée sud-vietnamienne et puis les Américains eux-mêmes, à force d'obstination, mais avec un chiffre de pertes épouvantable, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 60 000 morts américains. Il y en a 1 500 000 du côté des Vietnamiens, et en particulier donc des Vietnamiens du Nord. Alors une des raisons de la défaite américaine au Vietnam, ben, c'est l'impopularité de cette guerre. D'abord, ça a été c'était la première guerre filmée de manière aussi intense, directe et qui passait à la télé en quelque sorte, puisque la télé est devenue un bien commun dans les pays riches en tout cas, et donc ça veut dire, c'est ce que je vous ai mis sur cette diapo, qu'il devient difficile pour le gouvernement de cacher ou de minimiser la violence des combats. C'est ce que cherchent à faire tous les gouvernements en temps de guerre, et là ça devenait difficile. Ça veut dire que se sont développés, y compris aux États-Unis, des mouvements pacifistes, anti-guerre, très puissants, donnant lieu à des manifestations de masse, à la fois aux États-Unis et en Europe. Et comme vous pouvez le voir, il s'agissait à la fois d'étudiants, etc. La jeunesse des pays occidentaux était assez largement anti-guerre du Vietnam, mais également, y compris d'anciens soldats du Vietnam, d'anciens vétérans qui, de retour au pays, passaient du côté des pacifistes après ce qu'ils avaient vu. Ici, on voit cet enfant qui doit être le fils d'un vétéran et qui brandit un panneau disant ramenez les soldats à la maison vivants, hein, qui exige donc la fin de la guerre. C'est l'époque aussi, et je pense que Madame Orcel a dû vous en parler, où Jimi Hendrix, au festival de Woodstock en 1969, joue l'hymne national américain d'une manière extrêmement provocante, puisque avec les larcènes de sa guitare, il imite le bruit des bombardiers B-52. Donc il y a tout un mouvement anti-guerre du Vietnam, et c'est une des raisons pour lesquelles les Américains finissent par céder. Et ça veut dire qu'en 75, en fait, eh bien, le Sud-Vietnam passe aux mains du gouvernement communiste. Et il l'est toujours d'ailleurs, hein, que ce soit ces pays d'Asie, là, que ce soit la Corée du Nord, la Chine ou le Vietnam, sont toujours des pays dirigés par un parti communiste unique et assez dictatorial. Alors, là, on vient de citer les exemples de conflits indirects, véritablement les plus meurtriers, avec, vous avez vu, des chiffres de morts qui approchent les deux guerres mondiales. On va parler maintenant de deux pays
où le nombre de victimes a été beaucoup moins grand, il n'y a pas eu de massacre à cette échelle-là, mais dont la vie des populations a été profondément perturbée, bouleversée par la guerre froide, où toute une génération, voire deux, ont été bousculés par la guerre froide. Alors, le premier de ces pays, c'est l'Allemagne. Mais je ne vais pas du tout développer cet exemple parce que je vous demanderai un travail dessus, je vous demanderai de travailler vous-même sur cet exemple-là. Mais bon, pour le dire assez rapidement, vous savez que l'Allemagne a été coupée en deux pendant 40 ans entre une Allemagne de l'Ouest pro-américaine et une Allemagne de l'Est devenue un État communiste, avec une ancienne capitale elle-même coupée en deux en raison des circonstances de l'occupation dans l'immédiate après-guerre. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisserai examiner ce cas vous-même. Alors, je vais vous parler d'un autre pays, très loin d'ici, très loin de l'Europe, à l'autre bout de l'Atlantique, qui est Cuba, avec cette fameuse crise des missiles qui a failli provoquer la disparition de la planète, tout simplement, en 1962. Alors, pour comprendre cette crise de Cuba, il faut d'abord localiser ce pays, cette grande île. Et c'est cette grande île qui est au sud des États-Unis. Les États-Unis sont ici, ça c'est la Floride. Et Cuba, c'est cette grande île tropicale qui s'étend à peine 200 km des États-Unis. Ça a évidemment une grande importance. À l'époque de ces événements, Cuba, avant 1959, était dirigé par un dictateur qui s'appelait Batista et qui était tout à fait pro-américain. Alors, il avait ouvert l'île aux intérêts américains, aux entreprises américaines, y compris d'ailleurs à celles de la mafia, qui en avait fait une espèce d'arrière-cour des États-Unis pour, je sais pas, le casino, le jeu, la prostitution, enfin bon, c'était pas très reluisant. Et toute une partie des Cubains rejetaient ce régime, comment dire, pro-américain. Si bien qu'une guérilla populaire et communiste, celle de Fidel Castro, que vous voyez ici, a fini par renverser ce dictateur Batista en 1959 et prendre le pouvoir, sans une très grande effusion de sang en fait. Le régime était fragile et ces guérilleros sont parvenus à le faire tomber assez rapidement. Donc en 59, ce gouvernement plutôt d'extrême gauche arrive au pouvoir et nationalise la plus grande partie des entreprises présentes à Cuba, y compris des filiales de grandes entreprises américaines. Donc là, ils se mettent à dos, bien évidemment, les États-Unis. Ils se mettent à dos les États-Unis du président John Fitzgerald Kennedy, qui vient d'être élu en 1960 et qui va tout faire pour essayer de renverser cet adversaire gênant qu'est Fidel Castro aux portes des États-Unis. Alors, quand je dis tout faire, c'est vraiment tout, c'est-à-dire des tentatives d'assassinat menées par les services secrets américains. Aujourd'hui que les archives sont ouvertes, on sait qu'il y en a eu quelque chose comme 600, ça paraît invraisemblable, mais vraiment il a été dans le collimateur de la CIA pendant très longtemps. Le gouvernement Kennedy a essayé également de mener une opération militaire avec des mercenaires cubains réfugiés aux États-Unis, anti-castristes, en 61, ça s'appelle le débarquement de la baie des Cochons, et ça a totalement échoué. Donc évidemment, le régime cubain devient, face à ces tentatives multiples de déstabilisation, devient tout à fait paranoïaque et méfiant, et ne voit qu'une solution pour sauver son régime et sauver la peau de son dirigeant, c'est se jeter dans les bras de l'adversaire des États-Unis, c'est-à-dire l'URSS. Alors l'URSS à cette époque est dirigée depuis 1953, par le successeur de Staline qui s'appelle Nikita Khrouchtchev. Je vais vous demander de faire attention à l'orthographe de ce nom. Il y a 3 H, mettez des H partout où vous pouvez. Donc après le K, c'est Khrouchtchev, voilà. Et donc Nikita Khrouchtchev, bien sûr, est très intéressé par l'alliance avec cette île tropicale. Non pas que ça soit un grand pays, mais évidemment, c'est un pays qui peut permettre de marquer un point décisif contre les États-Unis, un point stratégique.
Et c'est ce que les Américains vont découvrir assez rapidement. En 1962, à l'automne 62, un avion américain repère que les Soviétiques sont en train de construire à Cuba, chez leur allié Fidel Castro, des rampes de lancement pour des missiles, et des missiles très probablement nucléaires. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, un missile nucléaire, c'est pas comme aujourd'hui, la technologie des missiles n'a pas atteint ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire le missile traverse pas la moitié du monde, il a une portée limitée, et donc ça voulait dire que pour les soviétiques, installer des missiles à Cuba, c'était prendre un avantage stratégique vraiment déterminant. Vous voyez, sur cette carte que vous avez, page 100, on vous montre la portée de ces missiles, qui était à peu près de 2000 km, et ça voulait dire qu'en 12 minutes, ces missiles, s'ils étaient tirés de Cuba, pouvaient anéantir une ville comme Dallas ou Atlanta. Alors, ça ne signifie pas que les soviétiques avaient l'intention d'attaquer les États-Unis. Ça voulait dire que, toujours dans cette même stratégie qui consiste à montrer ses muscles et à affaiblir l'adversaire, ça voulait dire les tenir en respect, les menacer, etc. C'est ce que ne pouvaient pas tolérer, bien évidemment, les États-Unis. Alors, la crise va rapidement monter en régime. En quelques semaines, les États-Unis vont dénoncer, bien sûr, montrer ces photos à la presse internationale, au Conseil de sécurité de l'ONU. Ici, on est au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, et pour dénoncer, donc, c'était dénonce comme une épouvantable agression de l'URSS. Et le président Kennedy va faire un grand discours en octobre 62 pour d'abord révéler les intentions de l'Union soviétique à son opinion et eh bien menacer. C'est-à-dire, il parle d'une stricte quarantaine appliquée sur tout l'équipement militaire offensif à destination de Cuba. Ça signifie qu'il va bloquer l'île et interdire tout passage et toute livraison. La marine américaine va se déployer. Et il menace surtout d'une riposte sur une grande échelle contre l'Union soviétique. Alors attention, là il ne faut pas s'y tromper. On est à une période de l'histoire où l'armement nucléaire a atteint un point tel que les deux grands sont capables de s'anéantir mutuellement. Et Kennedy a fait se préparer l'armée américaine à une guerre nucléaire. Et c'est ce qu'il annonce à Khrouchtchev, avec lequel il essaye d'établir un lien personnel par ce qu'on a appelé le téléphone rouge, pour lui faire bien comprendre ce que voudrait dire la livraison des missiles nucléaires à Cuba. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les missiles nucléaires n'étaient pas encore arrivés. Donc la marine américaine se déploie autour de Cuba, alors même que le bateau soviétique devant livrer les missiles était en route, en fait. Et vous voyez ici sur cette carte le blocus américain, ici, et l'arrivée des navires soviétiques. Alors, la crise va culminer. Dans la presse du monde entier, on se demande si on sera encore là demain, parce que tout le monde sait bien que si les États-Unis ouvrent le feu, l'Union soviétique répliquera, et que c'est possiblement l'anéantissement du monde. Et au bout du compte, Khrouchtchev va céder, c'est-à-dire qu'il va faire reculer ses bateaux, et voilà, parce qu'il n'a pas beaucoup d'autres choix. En fait, ce qui a marché là, c'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire, la doctrine disant que voilà, devant une telle menace, on ne peut que reculer devant la menace d'une destruction mutuelle. Ceci dit, il y a eu quelques jours, évidemment, d'affolement dans le monde entier, et ce dessin de presse en est comment dire, une manifestation, même si c'est sous la forme de l'humour. Les gens, en particulier dans les pays occidentaux où ils étaient bien informés, parce qu'en URSS, en fait, ils n'ont pas trop compris ce qui se passait étant donné la censure, eh bien, les gens ont eu vraiment peur. Je pense que vous aurez reconnu les deux personnages, et puis vous aurez compris le sens du dessin. Hein, celui du haut, c'est Khrouchtchev, celui du bas, c'est Kennedy, qui, tout en cherchant à se dépasser, finissent par provoquer possiblement leur perte mutuelle. Alors, c'est pas ce scénario-là qui a eu lieu, puisque donc les soviétiques ont fini par reculer. Il y a un discours intéressant enfin, plus exactement, un extrait de
d'un mémo, si vous voulez, de Khrouchtchev après les événements, qui dit que donc il envoie une note pour accepter le retrait des fusées et des bombardiers. Et ce qui est amusant, c'est qu'il dit si le président Kennedy nous donnait l'assurance que Cuba ne ferait l'objet d'aucune invasion de la part des États-Unis. C'est une condition assez faible en réalité, parce que les États-Unis n'avaient pas l'intention vraiment d'envahir Cuba, ou de tout autre pays. Finalement, Kennedy céda et accepta de faire une déclaration dans laquelle il prenait cet engagement. Alors, c'est pas Kennedy qui a cédé, très clairement, c'est bien Khrouchtchev qui a été obligé de faire marche arrière, et Kennedy ensuite, et c'est là où j'en viens aux conséquences sur la population cubaine, a fait payer très très cher aux Cubains cette aventure-là, puisqu'il a soumis le pays à un embargo, un blocus commercial total, interdisant à ses entreprises et aux entreprises de leurs alliés de commercer avec Cuba, donc les asphyxiant économiquement pendant des décennies. Aujourd'hui, le niveau de vie à Cuba s'en ressent encore, même si depuis 2015, le président Obama a un peu allégé cet embargo et repris des négociations avec Cuba. Mais voilà, c'est une population qui a payé un très lourd tribut à la guerre froide. Alors, il nous reste à éclaircir un point, c'est pourquoi ces affrontements tout le temps indirects sur d'autres terrains que leur territoire à eux, à ces deux grandes puissances, pourquoi par alliés interposés comme ça, et pourquoi pas un affrontement militaire direct. Alors en fait, la crise cubaine vient de vous en donner la réponse, mais on peut aussi aller creuser un petit peu du côté des deux documents que je vous ai indiqués ici. Alors d'abord, l'idée c'était de repérer la nature de ces documents. En fait, c'est la même, c'est le même genre de document, puisque vous voyez ici que celui que vous avez, page 92, a été publié dans un journal britannique, c'est donc un dessin de presse, et celui-là a été publié dans le Daily Mail, qui est aussi un journal britannique, en 1962. Donc celui-là, par contre, date de 48 et celui-là de 62. Alors, ces deux dessins sont très clairs en fait sur les raisons pour lesquelles les deux grands ne s'affrontent pas directement. Pourquoi ça n'a jamais abouti à une troisième guerre mondiale entre les deux grandes puissances. Et c'est ce détail-là qui vous le donne. Les deux personnages, je ne sais pas si... Oui, ils sont indiqués. Donc c'est Harry Truman, le président américain entre 45 et 53, et Staline ici, qui est encore vivant à l'époque de ce dessin en 48. Vous voyez qu'ils se battent autour de Berlin, qui va être un gros enjeu. Staline en 48-49 a essayé de mettre la main sur Berlin-Ouest, et le dessinateur les montre en train de se combattre à coups même pas de minuscules épées, mais d'aiguilles. Voilà, c'est effectivement un micro-conflit, Berlin. Deux géants qui s'affrontent pour une ville en ruine en plus à cette époque. Alors pourquoi ? Évidemment parce que les Américains à cette époque possèdent la bombe atomique. Et ils ne seront pas longtemps les seuls à la posséder, puisque grâce entre autres à l'espionnage, qui fonctionne très bien à cette époque, d'agents soviétiques, eh bien la bombe nucléaire, qui continue à être développée par les Américains, qui vont utiliser l'atoll de Bikini dans le Pacifique pour faire des expériences et faire monter en régime leur bombe atomique. En fait, en 49, les soviétiques mettent au point leur propre bombe et ne cesseront d'ailleurs d'en améliorer eux aussi les performances. Et puis derrière, il y a les alliés aussi qui s'équipent en armes atomiques, le Royaume-Uni en 52, la France en 60, la Chine en 64 côté communiste, va également se doter de l'arme nucléaire. Alors, ça veut dire, comme le dit ce journal du début des années 60, que, voilà, on peut, les deux grandes puissances sont à même de détruire totalement la planète si un conflit éclatait. C'est ce que montre également ce dessin qui, vous vous en doutez, octobre 62, fait allusion à la crise de Cuba dont on vient de parler. Vous avez reconnu, je pense, aussi les deux personnages, le chauve un peu enveloppé, c'est Nikita Khrouchtchev, et lui, c'est Kennedy,
qui ont chacun le doigt sur le bouton de l'arme atomique et qui négocient le bras de fer, en fait, se joue avec l'idée que l'on peut utiliser cette arme atomique. Alors, je vais vous demander de retenir deux expressions liées à cette caractéristique typique de la guerre froide. C'est l'expression de dissuasion nucléaire, donc l'idée que ben voilà, plus on développe son armement atomique, moins l'adversaire osera vous déclencher une guerre, mais aussi l'idée que cet armement atomique, bien finalement, on le développe, on continue à le développer sans arrêt, à le perfectionner, pour rester dans la course, et c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Alors, cet équilibre de la terreur, il va, heureusement pour nous, durer et perdurer jusqu'à la fin de la guerre froide. Aucun des deux adversaires ne franchira le pas, même si, vous l'avez compris, à certains moments, comme pendant la crise de Cuba, eh bien, on a été à deux doigts de l'anéantissement mutuel. Alors, évidemment, si ça avait été le cas, on ne serait pas là pour en parler. Je vous montre un dernier dessin. Si vous aviez à l'interpréter, je pense que vous n'auriez pas trop de mal, même si ça c'est en anglais. Vous voyez, ils ont chacun, les deux camps ont chacun un énorme stock de bombes, mais bien sûr c'est on no account to be used, surtout pas à utiliser, because the enemy might retaliate, c'est-à-dire parce que l'ennemi pourrait répliquer, l'ennemi a les mêmes, voilà, et du coup, on utilise tous les moyens possibles, autres que l'armement atomique pour nuire à l'autre camp. C'est ce que symbolisent les arcs. Alors, c'est ce qu'on verra dans la dernière vidéo sur la troisième colonne, qui parlera de tous les aspects non militaires de cet affrontement de la guerre froide.